Pour tout dire, nous voici à la porte de l'examen de quelque chose qui, tout de même, a essayé de forcer les portes de l'enfer intérieur et qui se pose plus manifestement pour en avoir la prétention que nous-mêmes le méritions effectivement. C'est bien, il me semble, notre affaire. Et c'est bien pourquoi, pour vous en montrer le pas, à savoir les modes sous lesquels se propose l'accès au problème de la jouissance, j'essaierai avec vous de suivre ce que quelqu'un qui s'appelle Sade a là-dessus articulé. Il faudrait assurément 2 mois maintenant pour parler du sadisme. Ce n'est pas en tant qu'éroticien que je vous parlerai de Sade. On peut même dire que sur ce point, c'est un éroticien bien pauvre. La voie d'accès à la jouissance avec une femme, ce n'est pas forcément de lui faire subir tous les traitements que subit la pauvre Justine. Par contre, dans l'ordre de l'articulation du problème éthique, il me paraît que Sade assurément a dit des choses les plus fermes, au moins concernant ce problème, qui se propose maintenant à nous. Mais avant d'y entrer la prochaine fois, je voudrais aujourd'hui vous faire sentir, autour d'un exemple précisément contemporain, et dont ce n'est pas pour rien qu'il l'est, celui de Kant, auquel j'ai fait allusion, sur lequel j'ai fait porter un de mes pas au moment où je vous ai fait progresser dans le sens de la position du problème de l'éthique. Nous allons prendre l'exemple déjà cité devant vous, par lequel Kant prétend démontrer la valeur et le poids de la loi comme telle, à savoir formulée par lui comme raison pratique, comme s'imposant en termes purs de raison, c'est-à-dire au-delà de tout affect de pathique, ou, comme il s'exprime, pathologique. Ceci veut dire sans aucun motif qui intéresse le sujet. Ce sera un exercice critique où vous allez voir que nous allons être ramenés à ce qui fait aujourd'hui le centre de notre problème. Voici son exemple. Il est composé, je vous le rappelle, de 2 historiettes. L'histoire du personnage qui est mis en posture de s'il veut aller trouver la femme qu'il désire illégalement. Ce n'est pas inutile de le souligner car vous allez voir que sous l'aspect apparemment simple, tous les détails ici jouent le rôle de piège. À la sortie, il sera exécuté. L'autre cas est le suivant. Quelqu'un qui vit à la cour d'un despote est mis dans la posture suivante, ou de porter contre quelqu'un qui y perdra sa vie un faux témoignage, ou, s'il ne le fait pas, d'être exécuté. Et là-dessus, Kant, le cher Kant, dans toute son innocence, sa rouerie innocente, nous dit qu'assurément tout un chacun, tout homme de bon sens dira non, que personne n'aura la folie, pour passer une nuit avec sa belle, de s'attendre à une issue assurément fatale, puisqu'il s'agit non pas seulement d'une lutte, mais d'une exécution, du gibet. La question pour Kant est tranchée et ne fait pas un pli. Dans l'autre cas, tout de même, quel que soit le poids des plaisirs ajoutés d'un côté au faux témoignage, quelle que soit la cruauté de la peine qui est promise au refus de porter le faux témoignage, on peut tout au moins là concevoir, c'est tout ce qu'il nous dit, que le sujet s'arrête, qu'il y ait débat, un problème. On peut même parfaitement concevoir que plutôt que de porter un faux témoignage, le sujet pourra envisager d'accepter la mort. Au nom de quoi ? Au nom de ceci, qu'il y a là un cas où se propose pour lui la question de la règle de l'acte en tant qu'elle peut ou ne peut pas être portée
au rang de maxime universelle, et que d'attenter ainsi au bien, bien plus à la vie, à l'honneur d'un autre, est quelque chose devant quoi il doit s'arrêter, devant ce fait que cette règle universellement appliquée, et d'abord à lui-même, risquerait de le mettre dans le plus grand danger, que son application universelle jetterait l'univers entier de l'homme dans le désordre et pour tout dire le mal. Est-ce que nous ne pouvons pas ici nous arrêter et porter la critique justement en ceci que toute la portée apparemment saisissante de ces exemples repose en ceci, paradoxalement, que la nuit passée avec la dame nous est présentée comme un plaisir, comme quelque chose qui est mis en balance avec la peine à subir, dans une opposition qui les homogénéise. Il y a un plus et un moins dans les termes du plaisir. Et c'est parce que Kant, et il n'est pas le seul, je ne vous cite pas les exemples les pires, il y a un endroit où il nous parle des sentiments de la mère spartiate qui apprend la mort de son fils. C'est dans les essais sur les grandeurs négatives, à l'ennemi, et la petite numérotation mathématique à laquelle il se livre concernant le plaisir de la gloire de la famille, dont il convient de soustraire la peine éprouvée de la mort du gosse, est quelque chose d'assez croquignolé. Ici, il s'agit de quelque chose du même ordre. Mais remarquez ceci, qu'il suffit que par un effort de conception nous fassions passer la nuit avec la dame à la rubrique non pas du plaisir, mais de la jouissance, en tant que la jouissance, et il n'y a aucun besoin de sublimation pour cela, implique l'acceptation précisément de la mort pour que l'exemple soit anéanti. Autrement dit, il suffit que la jouissance soit un mal pour que la chose change complètement de face et que donc le sens de la loi morale dans l'occasion soit également complètement changé. Tout un chacun s'apercevra en effet que si la loi morale ici est susceptible de jouer quelque rôle, c'est précisément à servir d'appui à cette jouissance, à faire que ce que nous pouvons appeler le péché, en l'occasion, devienne ce que saint Paul appelle démesurément pécheur. Voilà ce que Kant, en cette occasion, ignore tout simplement. Mais ce n'est pas tout, car dans l'autre exemple, qui d'ailleurs, entre nous soit dit, il ne faut pas méconnaître ces menues erreurs de logique, se présente quand même dans des conditions un tant soit peu différentes du premier, car dans le premier, il y a plaisir et peine qui nous sont présentés comme un seul paquet à prendre ou à laisser, moyennant quoi on ne s'expose pas au risque et on renonce à la jouissance, alors qu'ici il y a plaisir ou peine. Ça n'est pas peu que d'avoir à le souligner. Ceci est destiné à produire devant vous un certain effet d'a fortiori qui a pour résultat de nous leurrer sur la véritable portée de la question. Car dans ce dont il s'agit, à savoir que vous y regarderez à deux fois, de quoi s'agit-il? Que j'attente au droit de l'autre en tant qu'il est mon semblable dans l'énoncé de la règle universelle? Ou s'agit-il en soi de faux témoignages? Et si par hasard je changeais un peu l'exemple et que je parle d'un vrai témoignage, à savoir de ce cas de conscience qui se pose pour moi si je suis mise en demeure de dénoncer mon prochain, mon frère, pour des activités qui portent atteinte à la sûreté de l'État. Ici, nous voyons surgir une question bien de nature à déporter pour nous l'accent mis sur la règle universelle. Et moi, pour l'instant, qui suis en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par le mal, est-ce que je dois porter ce témoignage? Cette loi qui, en somme, fait de la jouissance de mon prochain comme telle,
le point pivot autour duquel oscille à cette occasion du témoignage le sens de mon devoir. Est-ce que je dois aller vers mon devoir de vérité en tant qu'il préserve la place authentique de ma jouissance, même si elle reste vide? Ou est-ce que je dois me résigner à ce mensonge qui, en me faisant substituer à toute force le bien au principe de ma jouissance, me commande de souffler alternativement le chaud et le froid, soit que je recule à trahir mon prochain pour épargner mon semblable, soit que je m'abrite derrière mon semblable pour renoncer à ma propre jouissance.